Amis auditeurs de Radio M, bonjour, très heureux de vous retrouver dans le Café des experts économiques, non plus un mardi sur deux, mais on a été décalé par rapport au 1er novembre, vous pouvez l'imaginer, pas seulement à cause du jour férié, parce que nous arrive de travailler les jours fériés, mais aussi parce qu'il y avait le sommet arabe qui perturbait le fonctionnement et les mouvements à Alger, tout le monde a pu le vivre, tout s'est très bien passé, alhamdoulilah, le sommet d'Alger a été un succès, on va reprendre la litanie des chaînes publiques et des chaînes officielles du point de vue de la logistique. Il a été un succès. Très heureux de vous accueillir, très heureux d'accueillir les experts habituels et aujourd'hui avec nous Slimane Toumani en renfort parce que nous allons parler de commerce intra-arabe et d'investissement et d'intégration dans la région arabe. Sommet arabe le veut. Ali Harbi, bonjour. Reda Amrani, bonjour. Slimane Toumani, bonjour. Merci donc d'être parmi nous dans ce Café des experts économiques. Hier, on a décortiqué dans une émission spécialisée la résolution d'Alger, la déclaration d'Alger, et moi, j'ai percuté sur un point, je ne sais pas s'il vous interpelle autant, il ne me semble pas avoir déjà entendu, lu, j'ai dû peut-être rater cela, mais peut-être en dehors de 73, embargo où la Ligue arabe était entièrement engagée avec l'OPAEP, d'avoir entendu une déclaration des chefs d'État et souverains arabes qui encensent une déclaration de OPEP+. Et c'est ce qui s'est passé dans la résolution d'hier pour dire que c'est une résolution qui va permettre de réguler le marché alors que nous savons qu'il y a des pays non producteurs, des pays consommateurs de pétrole qui souffrent de cette décision, la dernière, de l'OPEP+, à savoir baisser de 2 millions de barils jour la production de l'OPEP+, ce qui a comme incidence évidemment de maintenir les cours du brut très élevés et d'impacter de manière très brutale les balances des paiements du Maroc, de la Tunisie, du Soudan, de la Jordanie, du Liban, qui est d'ailleurs en banqueroute pour en partie cette raison-là, et donc d'une grande partie du membre de la Ligue arabe. Donc ma question c'est qu'est-ce qu'a fait l'Arabie Saoudite pour pouvoir enrôler tout ce beau monde dans une résolution comme ça, où on salue une décision qui est contraire à nos intérêts, aux intérêts de ces pays-là. Pour l'Algérie, c'est tout bénéfice évidemment. Allez, je te pose la question parce que tu connais tu as été à l'office de l'acier arabe, donc tu connais comment fonctionne ce monde-là, comment on obtient une telle position. C'est une certaine solidarité politique qui est demandée, pas plus, parce que l'Arabie Saoudite, avec ce qui se passe en Ukraine, est agressée par les États-Unis, et directement d'ailleurs, le reproche. Donc on est d'accord, c'est l'Arabie qui a demandé ça. Donc je pense que l'Arabie Saoudite a demandé la solidarité de ses frères arabes. Et ils ne peuvent pas ne pas répondre à une telle demande. Et donc, c'est quelque chose de normal. Cela s'est passé dans le passé. On se souvient, 73-74, il y a eu ce type de solidarité avec l'OPEP, pas avec l'OPAEP, avec l'OPEP de la Ligue arabe. Et donc, aujourd'hui, le fait de manifester une telle solidarité est quelque chose, si tu veux, de normal, parce que le potentiel américain en termes de nuisance envers l'Arabie Saoudite et envers les pays du Golfe est important. Il est sérieux. Il est important. Des démocrates. Nous, on aime bien être précis. Des démocrates. Parce que si les républicains revenaient aux affaires, ce serait une autre chose. Je pense que c'est la même chose. Trump c'est l'ami de Mbs. C'est le fait de la conjoncture avec l'Ukraine et il y a une résonance avec le soutien direct ou indirect à la Russie en termes de prix des hydrocarbures. Donc il y a une réaction, si tu veux, assez dure des États-Unis. Est-ce qu'on peut imaginer, les chefs de gouvernement, les présidents ne sont pas masochistes, est-ce qu'on peut imaginer qu'en contrepartie d'un accord pour encenser, valoriser, valorise la position de l'OPEP, c'est spectaculaire. Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une contrepartie qu'on n'a pas vue, par contre, dans la résolution de ces pays-là, qui vont quand même subir pendant longtemps un prix du pétrole élevé? Quand même, il faut rappeler qu'il y a des pays non arabes non producteurs, mais il y en a aussi qui sont producteurs. Hein. Donc, ce n'est pas que l'Arabie Saoudite, même si on peut voir en première lecture que l'Arabie Saoudite ayant été un peu mise au banc, ciblée par les Américains. Et je précise qu'elle a été ciblée parce que la pression qui était avant le sommet de l'OPEP, il y avait une très forte pression pour avoir, un easing, c'est-à-dire pour avoir des mesures qui permettent au prix de baisser. Et c'est le contraire qui a eu lieu, parce qu'ils sont référés à l'OPEP certainement sur des données techniques, amenant à baisser le prix, mais avec un impact politique énorme, évidemment.
Et donc, il y a eu, disons, un coup de sang américain. Et donc, derrière, il est tout à fait normal que ce sommet-là soit prononcé à cette faveur-là. Après, derrière, il y aura des solidarités. Je ne parle pas de compensation, je parle de solidarité interarabe. Encore une fois, parce que ça ne va pas être que du fait de l'Arabie saoudite. Il y a à côté les Émirats. Le Qatar est surtout gazier, mais il est partenaire dans cette décision-là. Il y a les Irakiens, il y a les Libyens, il y a les Algériens. Il y a du beau monde qui est producteur. Donc, je crois qu'il y aura un mécanisme de solidarité interarabe pour que les gens qui ne sont pas producteurs n'y perdent pas le compte. Alors, on va passer au contenu de la déclaration d'Alger. Le point économique arrive en 7e position. D'ailleurs, après le point société civile, ce qui est une forme de nouveauté, je ne sais pas si c'est introduit par les Algériens. Est-ce qu'un chef d'entreprise, un investisseur, un président de think tank, je rappelle que Slimane Atmani est ici au titre de président du cercle d'action et de réflexion autour de l'entreprise, est-ce que tu n'es pas resté sur ta faim par rapport à ce qui aurait pu sortir de ce sommet sur la question économique? Rester sur sa faim, pas spécialement, mais il n'y a pas eu de grande surprise. Pourquoi? Parce que d'un point de vue économique, les dynamiques dans les pays, même dans les sous-régions, sont complètement différentes. Par exemple, de la dynamique qu'il y a dans le Maghreb. Dans le Maghreb, il y a une dynamique qui est entre guillemets explosive entre l'Algérie et le Maroc. Les gens pensent qu'entre l'Algérie et la Libye, c'est bien, ça va plus ou moins bien, mais la Libye en elle-même est aussi donc bouillonnante et explosive au niveau aussi bien politique qu'économique. Donc, on est sur des trajectoires tellement différentes que j'ai du mal à imaginer une espèce disons de consensus autour d'une direction économique. En revanche, ce qu'on pourrait imaginer, c'est du travail sur des projets simples. Ce à quoi je pense très rapidement, le premier, c'est tout ce qui concerne les questions d'économie verte, d'écologie, de protection de l'environnement, de recyclage. Ça, on peut y travailler tous ensemble de façon concertée. Et le deuxième sujet, qui pour moi est le plus important, c'est celui de l'eau. Parce que on est en train de parler de oil and gas, donc de pétrole et de gaz, mais on oublie de dire que nous avons pratiquement aussi de très grandes réserves d'eau dans la région. Et ces réserves d'eau, aujourd'hui, on parle de l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord est posée sur une mer et on est en train de systématiquement raconter l'histoire de la sécheresse. Je me pose des questions sur cette histoire de questions climatiques. Oui, nous ne sommes pas bien arrosés, mais nous avons des réserves d'eau. Que faire de ces réserves d'eau? On pourrait inscrire cette solidarité justement du monde arabe dans ce sommet autour de ce projet d'exploitation de ces réserves d'eau pour justement couvrir les besoins alimentaires du monde arabe. C'est tout. Je m'arrête là parce que... Alors, c'est très intéressant, Slim. Je vous propose alors de partir de j'ajoute un point. Oui, j'ajoute un point. Ces réserves d'eau nécessitent de très lourds investissements, beaucoup d'infrastructures. Ces réserves d'eau vont pouvoir créer beaucoup d'emplois. Ces réserves d'eau vont nécessiter aussi beaucoup de savoir-faire pour les exploiter, pour les réalimenter aussi, ces réserves d'eau, donc à travers des mécanismes de recyclage des eaux de rejet, etc. Donc il y a beaucoup de travail qu'on peut faire ensemble sans qu'il y ait de choc ou de confrontation politique, même si on dit que ces réserves d'eau-là étant étendues à travers plusieurs territoires, elles posent des problèmes d'exploitation transfrontalière, mais ça c'est gérable. C'est deux projets qui sont très simples. L'autre projet, c'est le projet de l'éducation. Bon, évidemment, celui-là... On va décortiquer tout cela page par page, mais c'est bien d'avoir évoqué cette question de l'eau, parce qu'une des questions qui a été beaucoup évoquée durant ce sommet, c'est, moi j'ai évoqué la cherté de l'énergie, mais l'autre question de l'urgence, qui est liée évidemment à la guerre en Ukraine, c'est la question de la sécurité alimentaire dans la zone arabe. Et de ce point de vue-là, la question s'est posée, pourquoi on n'arrive pas à intégrer... Alors, est-ce que c'est une filière qu'on peut intégrer, sachant que nos pays de la région ont chacun un déficit alimentaire et donc
on ne voit pas comment... Est-ce qu'il y a des expériences transportables? On parle du blé saoudien qu'on aurait pu... c'est un modèle qu'on aurait pu... Bon, c'est qu'il est très coûteux, etc. Est-ce que sur cette question, pour démarrer avec l'immédiat de la sécurité alimentaire, en dehors des chèques, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'on peut faire? Juste un mot sur ce point de sécurité alimentaire. Très important. J'ai entendu un expert algérien qui est considéré comme le plus grand expert en agriculture. Il y a un rapport, il y a M. Sassi, qui a été, je pense qu'il a été interviewé par Radio M. Interrogé, tu vois la déformation tellement. Ce qui se passe. Interrogé, c'est nous qui sommes interrogés. En fait, ce qu'il disait, ça c'est très important. Il a dit une chose très simple. Il a dit, quand vous regardez le domaine arable algérien, qui est à peu près de 8 millions d'hectares à peu de choses près, il n'y a que 2,5 millions d'hectares qui sont exploités. Donc, le domaine arabe existe, donc il n'y a pas besoin d'aller se précipiter dans les... Pour les amis auditeurs, c'est pas arabe. Arable. Le domaine arable existe. Il n'y a pas besoin utile, voilà. Ouais, il n'y a pas besoin de courir dans les régions où il faut nourrir le sol pour pouvoir l'exploiter, donc en l'occurrence le désert. Il faut déjà exploiter le domaine arable et on a l'eau. On n'a pas la pluviométrie, mais ça c'est autre chose. Mais on a l'eau. On a l'eau, on a le domaine arable. Le Maroc est dans une situation différente. Non, le Maroc est dans une situation différente. Il exploite convenablement son domaine arable, mais il a des problèmes de ressources hydriques. C'est un des rares pays d'Afrique du Nord qui n'a pas accès aux ressources hydriques telles que nous les avons. La Mauritanie est posée... Il a accès aux ressources de surface. De surface. Donc, lui subit de plein fouet la pluviométrie. La Mauritanie posée sur de l'eau, la Tunisie, la moitié de la Tunisie est posée sur de l'eau, la Libye, n'en parlons pas, c'est vraiment une île. La Libye a déjà fait un projet, elle a déjà fait partiellement un projet, mais c'est pas suffisant. Quant à l'Égypte, elle est quasiment posée sur l'Atlantique, tellement ils ont dit. Donc, on tient là un vrai projet d'intégration qui permettent de nourrir ce monde. Ça, c'est dans le moyen long terme. Dans le court terme, comment on peut faire face à cette question d'insécurité alimentaire liée au fait que le blé ne sort plus de la mer Noire? Non, l'économie agraire n'est pas une économie de court terme. C'est du moyen et du long terme, ce sont de gros investissements. On ne peut pas résoudre un problème fondamental comme celui-là en pensant qu'à court terme, on va avoir des solutions. On peut avoir des palliatifs, mais ce n'est pas ça la solution. Le monde arabe, depuis plus de 50 ans, travaille. Il y a des travaux, des études sur la sécurité alimentaire. Il y a une organisation arabe de développement agricole et alimentaire. Donc les études ont été faites. Comme vient de le dire Slim, il y a un énorme potentiel en Afrique du Nord. Il y a un énorme potentiel au Soudan. Il y a un énorme potentiel en Syrie, Irak. Il y a de quoi alimenter 2 fois les besoins du monde arabe. Et surtout les besoins du monde arabe en 2050. En 2050, le monde arabe va dépasser les 500 millions d'habitants. C'est quoi l'ingénierie? En général, le pays qui a de l'eau n'a pas nécessairement les financements. Le pays qui a les financements n'a pas nécessairement l'ingénierie. Le pays qui a l'ingénierie... comment on peut faire converger... C'est un problème de gouvernance. C'est un problème de gouvernance économique. Il n'y a pas une stratégie bien établie et sur laquelle tout le monde fait consensus. Et à ce moment-là, cela devient un problème de ressources. Comment mobiliser les ressources? On a le marché, on a l'eau, on a les terres, on a les besoins réels et incontournables. Mais là, il faut une ingénierie gouvernementale. Elle n'est pas, c'est pas au niveau de l'entrepreneur. Disons intergouvernemental. Il n'y a pas, cherchant toutes les stratégies du monde arabe, il n'y a pas de dénominateur commun dans ces stratégies, ne serait-ce que pour la sécurité alimentaire et la sécurité hydrique. On n'arrive pas à faire consensus sur ça. Il y a les ouvriers agricoles marocains qui viennent travailler en Algérie. Le problème est vital. Le problème est réellement vital. En Algérie, le chiffre est simple. Hein. Avec tout ce qu'on a fait, on reste encore à 17 quintaux à l'hectare. En moyenne dans tout le pays. On reste encore, moi j'ai fait les études de développement économique et social d'une wilaya céréalière et d'une des meilleures wilayas en termes de développement économique, celle de Sétif. On en est encore à 50% de jachère.
On en est encore à réfléchir si on doit changer de technologie dans le traitement de la terre. Donc on est en retard technologique. Mais on est tranquille maintenant. Le président Tebboune a décrété 40 hectares à l'hectare, à 40 quintaux à l'hectare. C'est pas un décret, c'est toute une politique à tous les niveaux. Allez, sur la question de la sécurité alimentaire et de comment on peut y faire face. Bon, on parle de la sécurité alimentaire, on peut parler aussi du monde arabe comme hub énergétique, hors pétrole, hors oil and gas, je veux dire, sur le solaire et les renouvelables, etc. On peut parler de beaucoup de choses. C'est des choses dont on parle depuis en fait, des décennies. Donc la question, elle est d'abord, moi je pense à deux registres essentiels. Le premier registre, c'est celui de l'instrumentation politique, des instruments de politique. On prend l'Europe, il faut créer des instruments, il faut créer une commission souveraine qui a de la vision, qui puisse mobiliser de l'expertise à l'échelle transversale et qu'on sorte des silos pays. Parce que pour le moment, le défaut principal... C'était un exemple. Bon, tu as dit énergie hors hydrocarbures, mais pour rester sur les hydrocarbures, une partie du gaz libyen pourrait passer par le hub de Hassermal. Ça coûterait beaucoup moins cher. Il y a un tas de choses à faire. Il y a un tas de choses à faire qui peuvent se faire à partir du moment où tu as une entité politique, un instrument politique, qui regarde les choses pas du point de vue des pays, mais du point de vue de l'ensemble, du point de vue du bloc. L'Union européenne, c'est une expérience qui a ses défauts, mais qui a ses succès, comme on dit. En tant que dans le sens inverse, elle a d'abord ses succès avant d'avoir ses défauts. Non, j'ai des défauts beaucoup en tête, hein. Donc je préfère Malish. Juste pour dire que ce n'est qu'à partir du moment où on a créé la commission et qu'on l'a dotée de prérogatives, d'abord d'expertise, d'études de long terme, etc. Parce qu'on voit qu'est-ce qu'il y a derrière la Commission européenne. C'est des montagnes d'études sur le moyen et le long terme, et après elle émet des directives. Et quand elle émet des directives, tu appliques. Les États appliquent, point. Ils ont 5 ans pour ratifier dans le droit national. Donc, tant qu'on n'est pas sur ce modèle, on perd du temps. Que ce soit dans le monde arabe. Je pose ma question autrement. Je voudrais terminer. Ce modèle, ça suffit renoncer à une part de souveraineté de chaque État. On oublie ça. On ne voit pas les États. Qu'est-ce qu'on peut faire juste en dessous de ce modèle? J'arrive. Ça serait la prochaine question. Parce qu'on ne voit pas les États... Non, mais je te dis, d'abord... Les dictateurs, parce que c'est des dictateurs, hein, ils ne vont pas céder de leur souveraineté. Personne ne va rien céder de leur souveraineté. Il ne faut pas qu'on utilise les termes à la légère. On veut créer un bloc économique. On veut créer, ça a été dit. Je suis en train de reprendre dans le texte les gens. Depuis 60 ans. Le bloc économique égale une entité souveraine supranationale qui construit ce bloc. Si on n'a pas une entité souveraine supranationale, on ne construit pas de bloc. On oublie le sujet. Donc ça, c'est des conditions sine qua non, c'est ce qu'on appelle les préalables. La deuxième dimension, il faut laisser les chefs d'entreprise travailler. Écoute, l'économie, c'est des businessmen qui la font, ce n'est pas les gouvernements. Il n'y avait pas de forum d'affaires hein, il n'y a pas de forum d'affaires. Il n'y a jamais eu de réflexion posée à l'échelle arabe. Il y a eu des tentatives avec nos amis tunisiens, avec l'IAS par exemple. Pardon. Il faut laisser les gens travailler. Pourquoi voulez-vous qu'il y ait des forums d'affaires? Il y a des problèmes. Les pays arabes, les gouvernants des pays arabes pensent que c'est eux qui font l'économie des pays arabes. Donc à partir du moment où ce ne sont pas les entrepreneurs qui font l'économie du pays et que les politiques dictent les règles de jeu, en quelque sorte, s'assurent qu'elles sont appliquées uniquement, à partir du moment où ceux qui ont ce rôle-là se mettent à devenir les acteurs de tous les projets industriels et économiques, c'est terminé. Le citoyen, il se retrouve comme d'habitude. On a essayé, attention. Non, on ne peut pas. On a essayé dans le monde arabe avec les unions professionnelles par branche. L'union de l'arabe du fer et de l'acier, pour le ciment, pour le plastique, les hydrocarbures, pour nos amis auditeurs, Reda Amrani a même travaillé avec Feu Khdar Ben Toubal Non, j'ai travaillé, j'ai dirigé des groupes d'experts. On a créé des associations d'entrepreneurs. On a essayé de contourner le pouvoir politique en créant des unions de professionnels où il y avait les entreprises publiques et privées. Dans l'UAFA, dans l'Union d'Arabes des engrais, dans la chimie. Eh bien, ces unions-là ont toujours été parasitées par les pouvoirs politiques.
Ce sont les pouvoirs politiques qui leur donnent l'assentiment pour pas, ne serait-ce que pour transférer leurs cotisations, parce qu'il y a des cotisations des entreprises, comme dans les associations d'entrepreneurs. Eh bien, on a essayé cette dynamique. Ça a marché, ça a donné, si tu veux, sur le plan Parce qu'on peut citer des projets intégrants qui sont nés sous la coupe de ces unions professionnelles. Pas tellement, pas tellement. On a eu des projets, on s'est partagé, si vous voulez, les études. On n'a pas fait pour les développements sidérurgiques. On a partagé les idées. Regarde, entre la Tunisie et l'Algérie, il y a eu deux ou trois projets intégrants. Mais pas des entrepreneurs, pas du secteur privé. C'est des projets étatiques. C'est l'État. Ciment blanc de je ne sais trop quoi. Ciment blanc, l'usine de je ne sais trop quoi. Les usines de ciment avec le Maroc. Exactement. Mais avec la Mauritanie, le port de pêche. On a bien compris que s'il y a chaque fois, on est phagocyté par les gouvernements qui veulent avoir, s'ils veulent, comme ils ont la même mise sur l'économie interne, même sur les échanges interarabes, ils veulent aussi avoir leur mot à dire. Mais si vraiment on était dans cette dynamique de grande intégration, l'accord de libre-échange qu'il y a entre les pays arabes, cet accord-là. On va y venir. Non, normalement. On va y venir. Je voulais juste vous poser la question, puisque évidemment, on a bien compris que le paramètre politique est surdéterminant. Est-ce que le fait d'avoir une aussi grande zone, parce que l'espace arabe est quand même important en géographie, en géopolitique, ce sont des incidences qui ne sont pas toujours les mêmes. Nous, on est très proche de l'Europe, au Maghreb. Les incidences, on a vu les gens du Proche-Orient et du Moyen-Orient nous ont ramené leurs problèmes avec la cohabitation avec Israël et la menace iranienne pour les sunnites de la région. C'est d'abord une menace pour eux, au sens où j'entends, ce n'est pas une menace pour nous en Algérie. Donc c'est compliqué, c'est trop compliqué. Est-ce que ça marche mieux quand en bilatéral, en espace plus réduit? Et moi, je m'étonne que quand même le CCG, le Conseil de la coopération du Golfe, n'ait pas réussi à devenir un modèle qui puisse être dupliqué dans le reste de la région arabe. La preuve, c'est qu'il a fini par lui être aussi rattrapé par la crise politique. Ils en ont exclu le Qatar avec perte et fracas. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qu'on peut tirer des expériences du CCG, Slim, toi qui connais un peu les Saoudiens? Du CCG, je ne sais pas, je ne pourrais pas répondre à cette question. Le niveau des échanges entre eux est plus important que le niveau des échanges entre les pays du Maghreb, par exemple. Mais j'ai envie de me focaliser sur les pays du Maghreb. Je me souviens, il y a plus d'une vingtaine d'années, Feu Reda Hamiani était à Tunis, à l'Institut arabe des chefs d'entreprise, qui réunit tous les ans 1200, 1500 chefs d'entreprise qui viennent de toute la région, pas beaucoup réellement du monde arabe, mais ils ont essayé de faire l'effort. Reda était là et il a abordé la question du Maghreb qu'on posait tous. Et il a dit, mais in fine, pourquoi ne commençons-nous pas par faire quelque chose entre la Tunisie et l'Algérie? Ni le patron, lui, il l'a dit sans concertation avec personne, ni le parti algérien, ni la partie tunisienne n'ont sauté sur l'occasion pour dire, après tout, faisons quelque chose. Et les rares choses qu'ils ont essayé de faire ensemble se sont tout de suite soldées par des échecs, parce qu'elles ont été confrontées à ce que l'on peut appeler les réactions complètement impulsives de la part de l'administration algérienne. Il y a un opérateur tunisien qui a commis un ou deux qui ont commis des erreurs graves en termes d'exportation. Hop, j'aurai l'accord avec la Tunisie. Dans l'autre sens aussi, les Tunisiens, je veux protéger mon économie sournoisement, je vais faire du mal aux exportateurs algériens. Donc, comment tu veux déjà ces deux pays qui sont censés être les deux pays qui s'entendent le mieux dans tout le bloc MENA. À la limite, je ne comprends pas pourquoi on continue à avoir une frontière. Ces deux pays-là passent leur temps à se mettre les bâtons dans les roues. Et la Tunisie, pourtant, est un tout petit pays. On va revenir. Parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. On va revenir parce qu'il faudra terminer quand même. Avec des notes positives, il y a peut-être des choses à faire sur l'axe Alger-Tunis. Mais pour rester sur les modèles gagnants, les victoires rapides, etc., est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dont on peut s'inspirer? C'est quoi le point de départ? Par exemple, dans les CC, c'est l'union douanière. C'est l'union douanière, c'est avoir des taux unifiés, avoir la convergence fiscale, avoir la convergence budgétaire. C'est toujours l'union douanière. Regarde, tu as une zone de libre-échange.
Je crois que le point de départ, c'est de Il y réactiver. a aussi un marché commun qui existe, Oui, qui a été il y décidé a par des la Ligue éléments arabe. existants. Donc, la base, c'est de réactiver l'existant. D'accord. Tu as déjà un cadre qui existe déjà. Donc, ça veut dire que quand tu es à l'échelle quand tu raisonnes à l'échelle de tout le monde arabe, tu as un certain nombre d'instruments qui sont déjà là. Ce qui manque pour le moment, je le répète, c'est l'instrumentation politique de niveau supérieur qui assure la mise en Alors, œuvre. je change ma question. Je Réalisme, change. Allez, il Ismaël, manque le consensus de leadership. Il manque de consensus autour d'un leadership. Pourquoi on a demandé à notre ami Ali Baye Nasri, qui connaît bien ces questions-là, sur Maghreb émergent, de nous faire un point de situation. En fait, la XALE, la grande zone de libre-échange arabe, ou la grande zone arabe de libre-échange, n'a pas permis de dynamiser tant que ça les échanges interarabes. La question qui se pose, c'est vrai qu'il y a des niveaux d'intégration. Pour bénéficier des taux bas ou de l'exemption de frais douaniers, il faut prouver qu'il y a un niveau d'intégration du produit que tu vends chez le voisin important. Sinon, si c'est un produit chinois qui passe chez toi et auquel tu ajoutes de l'air dans les pneus et que tu revends chez le voisin, ça ne peut pas être dédouané de taxes. Qu'est-ce qui a empêché? Avec XALE, on pensait qu'il allait y avoir un décollage. Qu'est-ce qui a empêché ça? Je voudrais répondre sur ce point parce qu'il est très important. Il y a des pays qui sont des aspirateurs de transactions. Je les appelle comme ça. Pourquoi? Les Émirats Arabes Unis, par exemple. Oui, ils sont aspirateurs de transactions. Pourquoi? Parce que un importateur, il faut le dire, on va le crûment. Contre quoi se bat à longueur de journée le ministère du Commerce, le président de la République? Qu'est-ce qui vous annonce à longueur de journée? En grand, nous allons nous battre contre la surfacturation. Mais ils ne disent pas nous allons nous battre sur pourquoi il y a de la surfacturation. C'est ça le problème que nous avons. Pourquoi dans les pays du Golfe, les gens se sont mis à acheter, faire venir des marchandises qui viennent des pays du Golfe? Parce que c'est beaucoup plus facile de surfacturer là-bas, c'est beaucoup plus aisé d'avoir des comptes en banque là-bas, etc., etc. Mais pourquoi les gens ont besoin d'avoir des comptes en banque là-bas? Pourquoi les gens ont besoin de surfacturer? On ne règle pas nos problèmes localement. Et comment on règle le problème? En rompant la relation ou ce type d'accord avec ces pays-là. Ça, c'est Algérie versus reste du monde arabe. Oui, mais entre les autres pays du monde arabe. Oui, mais dans l'autre sens, qu'est-ce que tu as dans ton pays comme produit? C'est quoi la diversification qu'on a eue au cours des 20 dernières années? Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? Ils ont l'Amérique, ils ont le Japon, ils ont l'Inde en face, ils ont la Chine, ils ont l'Afrique du Sud, ils ont... Qu'est-ce qu'on a à leur proposer? À part les dates. À part les dates. Le jeune Salim Haddoud, brillantissime exportateur, magnifique, qui fait un travail dingue concernant les dates algériennes dans les pays du Golfe. À part ça, qu'est-ce qu'on a vu? Est-ce que ils ont pris la photo, il y a eu une bouteille de telle marque ou une huile ou une boisson mais on parle pas, on peut pas parler de transactions quand on est à ce niveau-là. Le jour où je verrai par exemple sur le grand boulevard Sherzade, je ne sais trop quoi, à Dubaï, des panneaux publicitaires sur des marques algériennes, des grands panneaux qui coûtent 500 000 € peut-être le panneau à l'année, à ce moment-là, je vais dire, tiens, on est en train de pénétrer le marché du Golfe. Non, foire internationale de Dubaï, le pavillon Algérie, il a un standard, ils sont venus, ils ont acheté une palette. Mais vous rigolez ou quoi? On parle de commerce extérieur ou on est en train de parler d'épicerie extérieure? Donc, ça marche pas comme ça. Donc, il faut comprendre que cet accord de libre-échange qu'il y a avec les pays arabes, d'abord, il n'a pas été négocié dans les règles de l'art par la partie algérienne. On a accepté stoïquement, on va dire, les termes qu'il y a dedans. Tu disais quelque chose d'important tout à l'heure en disant s'il y a de la valeur ajoutée, ça existe dans l'accord. S'il n'y a pas suffisamment de valeur ajoutée, alors, je termine parce que je voudrais illustrer mon propos par une chose. À un moment donné, on était concurrencé par des produits qui venaient du Moyen-Orient en Algérie. On va le dire, le secteur des boissons. Donc, j'ai démontré au ministère du Commerce de l'époque, je leur ai démontré que le pays d'où venaient ces produits-là, subventionnait le produit vers l'Algérie à hauteur, tenez-vous bien, de 10% des coûts de production. On leur a démontré, on a amené les documents, etc. On leur a dit, c'est votre travail, nous, on a fini notre mission. On vous prouve que nous sommes déloyalement concurrencés, donc appliquez les termes de l'accord, c'est-à-dire
appliquer des droits de douane sur ces produits-là, de laisser-les rentrer, mais qu'ils payent le différentiel, puisque c'est écrit dans les termes d'accord. Pourquoi l'Algérie n'a pas pris parti pour ces opérateurs et ces industriels? Pourquoi? Parce que nous sommes du secteur privé. Le secteur privé algérien, tant qu'il continuera à être ostracisé, tant qu'il y aura cette ségrégation entre le public et le privé, qui continue au jour d'aujourd'hui, malgré tous les discours du chef de l'État, malgré tous les discours du Premier ministre, malgré tous les écrits, le secteur privé et le secteur public sont complètement traités de façon différente. Et donc, comment tu veux d'abord attirer des investisseurs? On va arriver aux investisseurs. On reste sur les échanges biens et services pour le moment. Donc je disais que la complémentarité des économies peut poser problème pour les échanges de biens et de services. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on a les mêmes stratégies que tous les pays dans l'espace arabe? Les pays producteurs d'hydrocarbures, effectivement, ils peuvent avoir la pétrochimie, la gazochimie, peuvent être non complémentaires, mais des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, se sont diversifiés autrement. Pourquoi il n'y a toujours pas de complémentarité? Parce qu'il y a ces égoïsmes politiques dont tu as parlé, Slim. Il y a des dictatures dans presque tous les pays arabes. Je suis content qu'il parle comme moi. Donc, ce qui fait que chacun veut protéger son précaré. Et comme je te l'ai dit, dès qu'il y a une dispute, la première des choses, c'est l'entrepreneur à qui on ferme le marché ou ses transactions avec son voisin. Et donc, on n'arrive pas. Et on a des défis terribles. Quand tu retrouves les chiffres, j'aborde un autre sujet dans le monde arabe, on fait un constat. Mais tu sais que d'ici 2050, le monde arabe doit créer, je dis bien, doit créer 300 millions d'emplois. Oh, et quand on dit 300 millions d'emplois, ça veut dire au cours des 30 prochaines années, 10 millions d'emplois par an dans le monde arabe. Ça veut dire, on reprend encore, c'est quelque chose de terrible, c'est 400 à 500 000 emplois par pays. C'est inhumain. Oui, regarde les enjeux. Alors face à ça, il y a cette... Ça fait peur. Ça fait peur, parce que les 300 millions, ça veut dire qu'il faut construire des écoles, il faut construire des universités, des centres de formation professionnelle, des maisons, des centres de santé. Donc c'est toute une économie, toute une infrastructure qui doit précéder ce développement et qui doit permettre la création de ces emplois. Qui va les créer? Comment? Est-ce qu'on va rester dans la situation actuelle où il développe sa propre stratégie et lorsque les entrepreneurs essayent de s'unir ou de s'entendre ou de s'organiser, on leur rentre dedans? Voilà où on en est. Les enjeux, si tu vois les chiffres, les enjeux sont horribles. Je vais demander à Ali de nous répondre peut-être à l'interrogation de savoir s'il y avait plus de flux de capitaux, s'il y avait plus d'investissements croisés entre les pays arabes. Est-ce qu'on peut imaginer une meilleure intégration au niveau des échanges des biens et des produits et du reste? Parce qu'en fait, le reste, c'est les sociétés civiles, c'est les populations, c'est tout ce qui nous manque en termes d'intégration. On est en train d'aborder le sujet d'un point de vue trop algérien. Parce que les échanges existent, attention, il ne faut pas qu'on ramène tout ça à zéro, même si en proportion de PIB ou de commerce international c'est faible, et particulièrement chez nous en Afrique du Nord, on est à 3% du commerce des pays, hein, le commerce intra-régional, intra-Afrique du Nord, et les 3% du commerce global de la région et du reste du monde. Bon, voilà. Donc non, les flux existent, les instruments existent, il y a des banques arabes de tout ce que tu veux, hein, il y a même des banques du Golfe ici en Algérie et tout ça. Donc la question, c'est pas que s'il y avait... Nous, du point de vue algérien, c'est qu'on a quand même fermé la porte aux investissements étrangers depuis 2008 ou 2007. Et, donc on revient de loin. C'est-à-dire que je crois que le Wahed, il était complètement enfermé. Je ne sais pas, il y a un truc dans le Coran là, tu es complètement out, tu n'es pas dans le circuit mondial. Tu reviens, tu dis on va faire... On oublie de dire deux choses. Pendant le sommet, non mais c'est important parce qu'on peut continuer à parler pendant des heures. Est-ce que c'était si fermé que ça? Oui, ça concerne ça. Est-ce que c'était si fermé que ça? Non, juste pour corriger, parce que je suis journaliste, moi je vais être précis. Oui, c'était fermé. Il y a eu quelques investissements arabes dans la région. Non, mais c'est pas ça. On est loin du compte, écoute. Non, mais Ali, on oublie deux choses. Premièrement, vous voulez parler d'un bloc solidaire arabe, le mot confiance n'a pas été prononcé pendant 3 jours. Avec le mot démocratie. Confiance. Attends, c'est lié. Confiance. Hier, je lisais un article justement sur la démocratie et sur le développement économique. On y revient complètement. Hein. Le mot confiance, comment tu veux qu'un investisseur aille dans un pays où il a, entre guillemets, peur? Je ne parle pas de l'Algérie.
Je ne parle pas de l'Algérie, je parle des pays arabes entre eux. Je vais aller là-bas. La première question que je te pose, est-ce que tu connais quelqu'un qui connaît le pouvoir, qui a accès? Attends, je finis. Attends, je finis. Je t'ai critiqué pour avoir assisté à un forum d'affaires où il y avait Sissi à la même table que toi. Et j'ai trouvé que c'était choquant. Parce que moi, je suis d'abord un citoyen, militant des droits de l'homme, et j'ai trouvé que tu n'avais rien à faire autour de cette table avec ce monsieur. Est-ce qu'un investisseur comme Slim Atmani se sent plus en confiance dans l'entourage juridique de Sissi et de l'Égypte? Non, mais ce que je te racontais, moi j'étais assis, on m'a invité à m'asseoir, je me suis assis, j'ai voulu écouter, j'ai voulu voir ce que j'allais aborder comme sujet. C'est quoi la confiance? Non, mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. Quand tu es dans un pays où il y a autant de garde-fous, où il y a autant de lignes rouges, où il y a autant de tabous, où il y a autant de préjugés, où il y a autant de bureaucratie qui se lâche complètement sur les investisseurs, comment tu veux qu'un investisseur national ou international vienne? Ici, il y a une nouvelle discipline en économie. Il y a une nouvelle discipline que j'ai découvert par hasard, au gré des lectures. C'est que la psychologie économique. Nous avons un peuple qui est formaté psychologiquement à la surveillance, au contrôle, à la paranoïa. Formaté, qu'il soit citoyen lambda ou qu'il soit dans l'administration ou qu'il soit dans les hautes sphères, son format, son modèle, c'est le contrôle, la surveillance, la main sûre, ne pas les lâcher, etc. Comment les Algériens ne sont pas des libéraux sociétaux. Mais non, c'est ce que tu veux dire, c'est ça. Mais comment tu veux, et contrairement à ce qu'on pense, ce modèle-là, il n'est pas propre à l'Algérie. Il n'est pas. Dans tout le monde arabe, c'est la même histoire, c'est la même salade, c'est la même chose. Et on oublie aussi la compétition. Le monde arabe est en compétition avec d'autres pays qui sont attractifs pour des investisseurs étrangers. Celui qui veut venir, mis à part la distance, vous êtes à 1 heure d'avion. Vous êtes à 1 heure d'avion quoi? De l'enfer ou vous êtes à 1 heure d'avion de... Je te repose la question. La confiance qui fait qu'il y a une psychologie d'affaires qui pousse un investisseur à aller investir, mettre ses économies, son épargne dans un pays. C'est quoi? Est-ce que c'est un dictat, un homme fort, un régime fort qui assure la sécurité comme en Chine ou comme d'autres pays? Est-ce que c'est une démocratie qui fonctionne? Est-ce que c'est des facteurs, des indicateurs attractifs très forts, très puissants, comme en Irlande? Non, mais pourquoi tu n'as pas dit des institutions? Tu as tout de suite dit démocratie. La démocratie, c'est important. Je te pose la question. Mais des institutions qui fonctionnent. Des institutions qui fonctionnent. Moi, je vis un calvaire avec l'administration sur un papier bureaucratique, administratif. C'est mon droit de l'avoir, ça fait 3 ans. Simplement parce que j'ai en face de moi une machine qui saisit cette opportunité pour en faire un point de corruption important pour elle. Se dit, tiens, je ne lui donne pas, le jour où il me donnera, je lui donnerai. Ça se passe comme ça. Pour aller, tu étais sur les flux d'investissement qui pourraient changer la donne et qui existent quand même, mais peut-être pas suffisamment. Alors, il n'existe pas suffisamment. Deuxième élément important, et à l'exception, pour le moment, à l'exception des pays du Golfe, très peu de pays regardent à l'intérieur du monde arabe en tant qu'entité. En fait, on est dans des silos. Nous, en Afrique du Nord, on est sur un silo verticalisé avec l'Union européenne. On ne regarde pas à droite. Ou ni à gauche d'ailleurs. Et encore moins au sud. Et encore moins au sud. Enfin, on regarde vers le sud. Le sud, je suis désolé, on croit que c'est facile. C'est plus difficile. Le discours, quand j'entends sur l'Afrique, c'est on a le temps. Quand on aura envie, on ira. C'est pas ça du tout. C'est pas du tout ça l'Afrique. Il y a les gens qui croient que l'Afrique. Voilà, donc ils sont sur d'autres dynamiques de croissance. Il y a d'autres investisseurs qui arrivent, les Chinois, les Américains. Les Français se font injecter, comme on peut le constater de jour en jour. Et donc, on n'est pas en train de regarder le monde arabe. Donc, et je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure. Tant qu'il n'y a pas d'instances transversales qui réfléchissent pour construire des politiques, construire des instruments de politique, ça ne pourra pas se faire parce qu'on revient, ça n'est pas une affaire d'initiative personnelle, une initiative d'un opérateur isolé tout seul. Il peut bricoler, comme on dit. Il peut bricoler, mais il ne peut pas construire une politique économique. Donc il faut qu'il y ait les 2 étages qui se complètent. Dernier point, n'oublions pas un élément de géopolitique important, mais le monde arabe est totalement fragmenté sur un plan militaire, c'est-à-dire sur un plan de sécurité des pays et de pérennité des États. Regarde, à côté de nous, tu as la Libye. La situation elle est catastrophique. La Tunisie, elle est dans le rouge. Elle n'est pas catastrophique, mais elle est quand même assez dans le rouge. Voilà. Tu as ensuite le Soudan, ils sont au bord de la guerre civile.
Hein? On reste dans le monde Mais je arabe. les évacue. On parle dans le monde arabe. Je les évacue. Non, on est dans un espace arabe. Voilà, je parle dans l'espace arabe. Tu as le Soudan en situation de quasi-guerre civile. Tu vas un peu plus loin, la Syrie, elle ne se relève pas. Tu vas de l'autre côté à l'Irak, c'est la catastrophe. Tu vas au Yémen, c'est la guerre. Le Liban, c'est Le Liban est à faillite. Ils sont en faillite, ils ont fermé la présidence. Jamais ça l'a dit. Il n'y a pas un État au monde à ce jour où la présidence de la République a baissé rideau. Donc, c'est carrément ça. Ils ont fermé. C'est la troisième fois que ça arrive Voilà. au Liban. Mais au Liban. Non, au Liban, oui. Au Liban. C'est Voilà. la troisième fois que ça arrive au Liban. Donc, je crois que cette fragmentation-là ne facilite pas. Donc, et ça, c'est dans le temps que c'est en train de s'inscrire, Les malheureusement. pays du Golfe, hein, on a reçu C'est- deux Alors, délégations des Émirats. hein. Et c'est autre chose aussi. Donc, c'est assez complexe. C'est pour ça que il y a plusieurs registres dont il faut tenir compte. Il y a un registre purement politique. Il y a un registre institutionnel. Il faut créer des institutions pour. Si tu veux un bloc économique, il faut créer des institutions. Et enfin, c'est le dernier étage, c'est le registre de l'initiative, à condition qu'on laisse les gens travailler. Mais les initiatives, ça contribue effectivement, ça débloque des choses, pourvu que la réglementation le permette. Aujourd'hui, va t'amuser d'ailleurs à envoyer quelque chose en Égypte. Ah, Vas-y. on parle de marchandises. Oui, fais-le. Ouais. Vas-y, fais-le. Toi, va ouvrir un registre et va dire je vais exporter Ouais, quoi exporte, que ce soit, ce que tu veux. C'est les Égyptiens qui vont empêcher. Il y a mille et un. C'est obstacles. impossible. Les obstacles institutionnels et les obstacles non institutionnels, mais c'est ça. Comment tu veux Même un développer- produit très compétitif qui a Bien, ça tout à c'est fait pas sa de place. l'économie. Pose on la est plus- question aux Égyptiens. on n'est plus dans Comment ils l'économie. font Comment ils font pour obtenir des visas pour venir en Algérie, travailler, échanger, dialoguer avec des hommes d'affaires, pour avoir des projets communs, etc. Les visas, c'est la France à côté, c'est le paradis au niveau de l'obtention des visas. Il y a des gens qui ont des affaires en Algérie qui n'arrivaient pas à obtenir de visa. Qui n'arrivent pas à obtenir de visa. Président de société, ils ne lui donnent pas de visa. Et ce n'est pas des escrocs, ce n'est pas des voleurs, c'est des gens qui ont investi en Algérie, tout simplement. Comment tu veux? Non mais attends, on veut être positif. Il y a beaucoup à faire dans nos pays. On est d'accord, on a du potentiel, on a des ressources financières, On a des grands frères on a des riches. ressources minières, on a des pays riches, on a de l'eau, on a des terres, on a une population jeune. Peut-être trop de population. hein. Ouais, trop de population. C'est non. Mais attends. Mais bon. Alors, pose-toi la C'est un question. autre débat. Hein. On est en droit de se poser la question pourquoi au début du mandat du président Bouteflika, les investissements du Moyen-Orient se sont concentrés sur le spéculatif, donc tout de suite l'immobilier. Pourquoi? Problème de confiance. Le spéculatif, c'est rapide, je gagne, je prends ma mise, je sors avec mes revenus. D'accord? Pourquoi il n'y a pas eu un boom d'investissement? Pourquoi l'arrivée maintenant du président Tebboune ne s'est pas soldée par un boom d'investissement? L'inauguration d'une usine n'est pas ce que l'on appelle un boom d'investissement. Un boom d'investissement, c'est-à-dire le type il vient, il dit tiens, allez, je vais monter une chaîne de restaurants, moi, de falafel en Algérie. Ah non, c'est le service, tu ne rapatries pas tes dividendes. Mais si, monsieur, vous êtes autorisé à rapatrier vos dividendes en vertu de la nouvelle loi, essaye de le faire. On n'a pas encore d'exemple, pas assez de recul. Essaye Je me fais de le faire. défenseur de la Mais nouvelle sur les loi. sur On les n'a pas assez de recul. Les services, on a un problème. On a un problème. On a un problème de perception, on a un problème de psychologie économique. Oui. On a un problème de C'est psychologie dématériel. économique. Alors, Slim m'a tendu la perche, on va essayer de terminer sur quelque chose de positif, dans un contexte, ou pas d'ailleurs, dans un contexte comme ça, tu as évoqué le cas de la Tunisie. Moi, je me dis toujours que quand c'est bloqué à l'échelle supra, large, etc., c'est bloqué à l'échelle de l'humain. On fera un dossier sur le Maroc un jour. C'est devenu difficile de parler du Maroc, mais c'est clair que c'est reparti pour être bloqué. On avait eu l'espoir que Mohamed VI arrive au sommet d'Alger et que ça ouvre une détente, que ça nous permette de renouer un peu les fils et puis surtout d'éviter une escalade militaire au Sahara occidental. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et donc il faut s'attendre peut-être au scénario du pire. Dans un contexte comme ça, il y a des choses qu'on peut faire avec la Tunisie. La Tunisie est en difficulté, la verticalisation de la Tunisie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et la Mauritanie, j'allais le dire. Et la Mauritanie, j'allais le dire, en attendant que la Libye arrive. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a lancé des centaines d'appels. On arrête avec cette frontière entre l'Algérie et la Tunisie. Ça, c'est la première chose à faire. Stop avec cette frontière. Stop. Arrêtez. Pourquoi les Français viennent en Tunisie avec des cartes d'identité? À la limite.
Permettons aux Algériens de se déplacer et aux Tunisiens de se déplacer de cette façon. Il y a plein de choses à faire entre l'Algérie et la Tunisie. Ça, c'est le mouvement des personnes. Il y a plein de... Le tourisme tunisien est à l'agonie. Le tourisme algérien est balbutiant et il va dans tous les sens et il ne sait pas où aller. Peut-être qu'il y a une chose à faire au niveau de l'expertise, dans les deux, permettre aux gens de venir travailler ici où les Algériens qui sont... Les Algériens, la liberté de travailler. Est-ce que tu imagines que dans tous les hôtels et dans toutes les activités de service d'hôtellerie en Tunisie, les hôteliers te disent la meilleure main-d'œuvre, c'est la main-d'œuvre algérienne. C'est-à-dire le management, des gens qui sont dans le service. On a des écoles maintenant en Algérie, oui. Mais ce n'est pas une question d'école. C'est qu'il y a des jeunes Algériens qui ont une mentalité, un état d'esprit qui intéresse. C'est des travailleurs. Ça, c'est la première fois que j'entends ça. Oui, mais plein. Tu vas dans tous les restaurants à Tunis, tu vas dans les hôtels, tu vas trouver des gens qui viennent de toutes les régions d'Algérie. Ils ont quelques difficultés, effectivement, à s'installer. On leur donne que des cartes de séjour de 2 ans, comme ici. Est-ce que tu imagines que la Tunisie et l'Algérie, un Tunisien qui vit là, on lui donne qu'une carte de séjour de 2 ans. Mon oncle, qui a 85 ans, né en Tunisie, algérien, 85 ans, il a toujours une carte de séjour de 2 ans. Mais si on n'a pas abordé ces questions pendant 2 jours... Est-ce que ce n'est pas le grand moment de le faire? Si on n'a pas abordé... Est-ce que ce n'est pas le moment de le faire? Eh bien, si l'Algérie veut vraiment montrer... Quand on voit les accolades qu'il y a entre Kais Saïd et Abdelmajid Tebboune, on se dit que c'est possible. Si tu permets... Juste Ali qui n'a pas assez parlé. On n'avait pas Il va perdre les élections parce qu'il n'a pas utilisé tout son temps de parole. Non, mais la prochaine fois, on fait des timers. Voilà. Comme aux échecs. Tac, oui, tac. Regarde, c'est le moment du tournant. Parce que là, il y a un moment politique quand même. Parce que le pouvoir algérien, il a tellement misé politiquement sur un dividende politique de ce sommet qu'il faut taper fort, comme on dit. Et taper fort, effectivement, c'est une grande annonce sur le bilatéral avec la Tunisie et la Mauritanie. On ne va pas parler d'Uma, etc. On ne va pas se casser la tête. Mais construire quelque chose de fort avec les Tunisiens, en regardant la réalité de l'économie, c'est-à-dire de la microéconomie. Or, on voit bien qu'entre l'Algérie et la Tunisie, pour libérer la microéconomie, eh bien, il faut fusionner, c'est-à-dire il faut aller quelque chose de type fusionnel, donc vraiment créer une fusion. Moi, quand Teslim parlait tout à l'heure, tu vois, Gaddafi qui a débarqué un jour à Tunis pour dire, allez, on oublie, on fusionne tout de suite. On fusionne. Eh bien, peut-être qu'il n'avait pas tort, tu vois. Peut-être qu'il n'avait pas tort, il faut parfois des moments politiques forts. Et c'est la même chose aussi avec la Mauritanie, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas une plus grande proximité avec la Mauritanie. Et ça peut construire ensuite un cas d'école, un modèle, que ça prend du temps, il ne faut pas croire que c'est en 24 heures, mais qu'on crée le déclic, oui, il faut le faire. C'est le moment ou jamais. De toute façon, après, ça va se faire. En tout cas, c'est très stimulant et ça nous fait rêver. Reda. Normalement, c'est ce qu'on devrait faire, parce que les choses sont naturelles avec la Tunisie, la Mauritanie, même la Libye dans ses problèmes actuels. Moi, je connais bien l'économie libyenne parce qu'on a travaillé longtemps avec eux. Il y a un énorme potentiel. On peut rapidement, si vous voulez, recoudre les choses. Ça peut devenir un pôle attractif. Un pôle attractif, on peut recoudre les choses, on peut y aller. Mais l'histoire nous apprend là aussi qu'il faut des grands hommes. Je m'excuse du terme, moi je ne suis pas... C'est le Darmani qui le dit. Hein. Mais non, l'histoire nous le dit. Regarde, l'Union européenne s'est bâtie entre deux grands pays qui sont toujours cognés, l'Allemagne et la France. Ce n'est pas. Et donc il y avait 2 locomotives qui ont mis de côté, comme l'a dit Slim, toute leur ancienne dispute, leur ancienne ceci. Ils ont dit on y va. Et ils sont allés, et malgré les embûches, ils ont constitué un ensemble et ils ont ramené la confiance autour d'eux des autres pays. Parce qu'il y a un problème de confiance, là aussi. Tout est basé sur la confiance dans les relations, que ce soit individuel ou entre les États. Et donc, si on arrive à trouver des partenaires dans le monde arabe. Est-ce qu'on en a dans le Maghreb? Je ne sais pas. Est-ce qu'avec Sisi, que tu n'aimes pas, toi, est-ce qu'avec un homme fort comme Sisi, ou est-ce qu'avec un homme fort comme le nouveau roi d'Arabie Saoudite, est-ce qu'on peut constituer un triangle, tu vois, un triangle là où on peut, à partir de ces 3 pôles, essayer de... Parce qu'il faut faire preuve d'imagination politique, il faut créer, il faut... Si ces 3-là, par exemple, si et le Saoudien et l'Algérien décident, on y va.
À 3, on va casser les tabous, on va libérer les choses. On va libérer les choses. On parlait de quelque chose de plus Non, proximal. non, je Tunisie suis. et Non, non, Mauritanie. non, il faut. Si tu rêves, rêve au moins grand et beau et truc. Bah, on a rêvé grand avec non, l'humain, non, on s'est non, cassé la je sais gueule. une chose. Non, ce que j'essaie de te dire, si on arrive avec ces trois pôles, Égypte, Arabie Saoudite, Algérie. Si on arrive à ce que politiquement les trois s'entendent, les trois. L'Arabie Saoudite ne va pas Mais marcher ne me avec l'Algérie, coupe pas, laisser mais le ne Maroc sur me le coupe banc. pas, mais ne me coupe pas. Mais je te le dis, l'histoire nous apprend que c'est à partir de ces choses-là que les choses peuvent bouger réellement et aller à l'aventure. Parce qu'il faut qu'il y ait des dictateurs qui décident. Je suis sérieux. Ils décident et on y va. On coupe les frontières, on coupe plus de passeports, plus de ceci. Les banques fusionnent, les banques travaillent ensemble, la confiance renaît. On met même si tu veux, des tribunaux communs pour les affaires commerciales, les affaires de litige, et on y va. Tu vas devoir prendre un avocat sur le chat de YouTube. Tu sais, tu vas te faire démonter, mais c'est pas grave. Le problème, c'est qu'il faut faire preuve d'audace. On a un problème inextricable. Il y a 300 millions. Non, on parlait pour un moment, la question c'était... Il y a 300 millions de jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. Comment tu vas résoudre ce problème? Tu crois que tu vas... Pour rester dans notre débat. Mais je reste dans mon débat. Je te repose la question. Je ne mégote pas. La question c'était, est-ce qu'après avoir porté tous ces projets intégrateurs sur tout le monde arabe, est-ce que c'est pas plus raisonnable d'aller dans un bilatéral avec la Tunisie et avec la Mauritanie? Est-ce que c'est par rapport aux enjeux? Quand l'enjeu il est là, il y a 300 millions de jeunes dans ce monde. Donc ça vaut pas la peine de le faire. Non, il y a 300 millions de jeunes qui arrivent. Mais l'Europe a commencé avec 7. Mais non, mais je te le dis, il y a 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi qui tombent sur le marché, qu'il faut mettre au travail, qu'il faut loger, qu'il faut on a compris le message. Et donc il ne faut pas renoncer à l'intégralité du projet. Les petites opérations, il faut les mener, elles vont continuer. Mais il faut de l'audace. Aller en Tunisie et bénéficier de lever tous les obstacles dont tu as parlé, Slim. C'est des choses qu'on peut résoudre, c'est rapide. Non, mais c'est pas résolu. C'est rapide. C'est pas résolu. Non, ce que je veux te dire, que l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, il est immense et il faut des décisions immenses. Un programme complexe, un problème... La démographie est là, l'économie est là. Il y a aussi l'enjeu de l'énergie. On a compris. Wassila Tamzali m'a envoyé une phrase qui résume, parce qu'elle savait ce dont j'allais parler, mais une phrase qui résume exactement ce qui se passe. Elle dit « Quand il n'y a pas de désir d'avenir, naît l'obsession d'un passé magnifié. » D'accord? On est exactement dans ça. Il n'y a pas réellement un désir d'avenir commun. Il y a un désir de déclaration pour consommation interne, certains disent politiquement. Bon. D'ailleurs, à ce sujet-là, moi je trouve que l'événement de l'Algérie l'a bien organisé, logistiquement, etc., c'est très important. Moi, ce qui m'inquiète, on a tellement de challenges à relever en interne dans le pays. En organisant un événement comme celui-là, on a envoyé un message de désir, de leadership sur tout le monde arabe. Ça entraîne inéluctablement, comme dirait Oscar Wilde, la naissance d'ennemis qu'on n'avait pas, dont on n'a vraiment pas besoin par rapport à tous les défis que nous devons relever. On a plutôt besoin d'être pas dans une posture faible, mais dans une posture dire j'ai des ressources, j'ai des projets, etc. Je veux m'inscrire dans une dynamique régionale, je veux m'inscrire dans une dynamique globale du monde arabe. Je ne suis pas réellement en bataille de leadership avec l'Arabie Saoudite ou avec l'Égypte, parce que l'Algérie, de toutes les façons, telle qu'elle a présenté les choses, elle s'est inscrite comme le paragon du monde arabe. Je suis celui qui a permis aux Palestiniens de faire leur accord. Je suis celui qui est en train de faire la déclaration d'Alger. C'est très bien, c'est vrai, on est fiers de ça. Ok, d'accord, mais on n'a pas besoin d'avoir d'autres ennemis, on en a suffisamment. On a besoin d'avoir davantage d'amis pour pouvoir construire notre avenir. Désir d'avenir. Merci aussi là pour la citation. Désir d'avenir au Café des experts économiques, lui, il existe. On ne va pas rester que sur le passé que Silla a évoqué. Merci les experts de nous avoir illuminés de vos lumières au sujet de ce sommet et des possibilités d'intégration du monde arabe au niveau économique. On n'en a pas suffisamment parlé durant les 3 jours du sommet, je trouve. Et nous avons essayé de rattraper cela pour évaluer les potentialités. Merci à nos amis auditeurs et nos amis de la chaîne YouTube de nous suivre. La chaîne YouTube à laquelle je vous invite à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait.
fait. Vous pouvez par ailleurs suivre nos contenus sur les 2 plateformes d'information que nous avons, maghrebemergent.net et radio-m.net. Et à comme ça, et dans 2 mardis.